création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international, en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32 portant Code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise, faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi, délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Ce budget 2025 de la HAC s'élève à 3 104 millions de francs CFA et a connu une augmentation de près de 34%. Ceci est dû à la volonté du gouvernement de mettre en adéquation les ressources avec la nouvelle loi organique de la HAC. Mais je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est le sérieux des députés de la commission budgétaire. Moi-même, je savais que ce n'est pas une formalité qu'on venait faire. Ils ont bien lu le budget, ils ont posé des questions très pertinentes par rapport à ce budget, par rapport aux attributions de la HAC. La HAC n'a qu'un seul chantier, c'est celui de la régulation pour une démocratie apaisée. Les députés se sont enquis déjà de dispositions que nous prenons pour les élections de 2026. Mais je dois dire une chose, il y a un aspect qui intéresse quand même les journalistes que je ne peux passer sous silence, c'est l'aide de l'État à la presse privée. Vous savez que ça fait bientôt 8 ans, sinon 9 ans que
les conditions, les contextes n'ont pas rassuré les autorités pour qu'elles débloquent cette aide. Nous allons certainement, avant la fin de cette année, avoir déjà quelque chose. Le dossier de golf fait partie des recommandations des honorables députés lors des débats budgétaires de 2024. Donc ça fait partie de leurs recommandations et comme il sait, les recommandations des députés sont prises toujours au sérieux et en charge. Donc, nous avons informé les députés de ce qui est des démarches que nous sommes en train d'entreprendre par rapport à ce dossier. Et je crois qu'ils sont satisfaits. Le bruit ne fait pas toujours du bien, mais sachez que ce n'est pas un dossier que nous avons oublié. Et vous aurez dû constater que dans le repositionnement sur le multiplex, la décision de la HAC n'a pas enlevé golf du multiplex. Ça signifie ce que cela signifie. Les députés que nous avons trouvés très avenants, très exigeants par rapport à la régulation, ils ont globalement souhaité à ce que les moyens soient donnés vraiment à la HAC pour faire son travail. Le montant du budget alloué au ministère des Sports en 2025 est de 31,8 milliards. Et nous l'avons dimensionné sous deux pôles, à savoir les dépenses ordinaires autour de 7,8 milliards et les dépenses capitales autour de 23,9 milliards. Et donc, les axes prioritaires sur lesquels nous devons continuer à travailler, c'est la poursuite du PAG, des actions qui sont inscrites au programme d'action du gouvernement, avec quelques améliorations compte tenu de l'évaluation, du suivi qu'on a pu observer sur certains programmes. Je veux citer le programme des classes sportives, par exemple, où nous avons, en 2024, augmenté les classes sportives. On a rajouté 76 autres et nous envisageons des améliorations pour l'année prochaine. Également, maintenir le cap dans le modèle que nous avons en place aujourd'hui, nous concentrer davantage sur le travail et sur le plan infrastructurel, faire en sorte que la rénovation du stade de l'Amitié se passe assez rapidement. La rénovation et la réhabilitation du stade Charles de Gaulle, le changement de notre stade René Pleven en un complexe sportif, la construction de certaines académies régionales, notamment l'Académie nationale aussi à venir, poursuivre les programmes de détection et de formation à travers les divers jeux, les divers championnats que nous organisons, ainsi que les diverses compétitions au niveau des arrondissements, au niveau des communes, des départements et sur le plan national. Ils étaient très satisfaits, ils l'ont mentionné, et ça nous met également la pression. C'est d'ailleurs le leitmotiv de ce ministère aujourd'hui dont j'ai la charge. Nous sommes une équipe jeune, dynamique. Nous travaillons à essayer davantage et à prouver que la jeunesse est capable de tenir et de bien faire le travail. Et c'est pour ça que nous nous attelons au quotidien et ils nous ont exhortés à continuer dans ce sens, à maintenir le cap et ce que nous comptons tenir. Au Bénin, la situation des personnes handicapées n'est pas des plus reluisantes. Le handicap y est parfois perçu comme une fatalité, ce qui rend difficile leur insertion dans les différentes sphères de la société. Cette perception diminue progressivement, notamment grâce au travail de sensibilisation et de plaidoyer mené par les organisations de personnes handicapées présentes sur le territoire national. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une certaine... qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il y ait une certaine reconnaissance de droits des personnes handicapées. Parce que nous faisons partie intégrante de cette société. Ou bien, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes tous des Béninois. Et si nous ne demandons pas de la charité, nous demandons que ce qui est de droit. Si la personne handicapée a cette compétence de faire ce qu'elle doit faire, il faudrait qu'on laisse les préjugés de côté, il faudrait qu'on laisse les regards de côté et que la personne handicapée puisse jouir des mêmes droits que tout le monde. Et nous sommes dans un état de droit. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, le gouvernement béninois a pris 2 mesures phares.
Il s'agit de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. D'après un communiqué officiel de l'exécutif datant du 13 août 2024, les personnes handicapées au Bénin peuvent solliciter un soutien d'État pour leurs projets entrepreneuriaux. Je pense que l'État a fait fort parce que c'est la première fois dans l'histoire du Bénin ou dans l'histoire du handicap du Bénin que nous voyons ça. C'est des mesures incitatives qui doivent combler en quelque sorte tout le retard ou toutes ces années de marginalisation que les personnes handicapées ont subi depuis des années. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'en jouir. Donc c'est pourquoi je dis que le grand merci vient de tous ceux qui ont contribué et aussi l'ouverture d'esprit des autorités de notre pays. Des talents et entrepreneurs, il y en a également au niveau de cette couche sociale. J'interagis avec les collègues aisément grâce à l'outil informatique, mon ordinateur qui a une synthèse vocale, les packs Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, Outlook, je les gère normalement et même la base de la fédération en matière de collecte de données des personnes handicapées. J'entreprends d'abord dans la LNB, Loterie nationale. J'ai une agence. En effet, je voudrais demander au privé de nous faire confiance. Je crois que on ne devrait pas continuer par nous identifier à travers nos déficiences, qu'on nous identifie à travers nos compétences. Il y a beaucoup de compétences parmi nous. Il y a des personnes handicapées visuelles qui maîtrisent l'ordinateur et qui saisissent comme s'ils voyaient. Donc nous avons beaucoup de ressources humaines parmi nous. Je voudrais juste qu'ils nous fassent confiance et sinon qu'ils nous fassent un test et voir à quel point nous pouvons leur apporter quelque chose. Les chefs d'entreprise privés sont donc invités à prendre en compte cette doléance des personnes handicapées pour le plein épanouissement dans la société. C'est la condition pour faire de la justice et de l'équité des maximes pleinement partagées telles que prévoit la devise du Bénin. Les groupes environnementaux du Ghana tirent la sonnette d'alarme concernant la vulnérabilité de la capitale Accra aux inondations. Ces derniers demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives. Pendant la saison des pluies, les choses vont vraiment mal. J'ai du mal à dormir la nuit parce que l'inondation remplit ma chambre. Chaque fois que cela se produit, ma tension artérielle augmente. Des années de planification urbaine inadéquate ont contraint des dizaines de milliers de résidents à s'installer dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations. C'est à cause d'une mauvaise planification et du fait que les autorités municipales n'appliquent pas les lois. La deuxième raison est liée à l'urbanisation, car les gens arrivent et ont besoin d'un endroit où rester. Ils vont donc défricher la végétation et trouver un endroit où se loger. Le problème d'inondation a été amplifié avec les années par la fréquence et l'intensité croissante des tempêtes de pluie dues au changement climatique. Les groupes environnementaux du pays craignent une recrudescence des maladies mortelles et d'autres maladies généralement associées aux conditions d'inondation. Bien que les autorités locales aient pris des mesures temporaires telles que le dragage des égouts et la démolition des structures le long des voies d'eau, ces solutions sont insuffisantes. Lorsque nous construisons, nous créons des espaces où l'eau peut passer afin d'éviter les inondations. Ensuite, nous devrions nous pencher sur la question de l'assainissement afin que les gens n'utilisent pas les gouttières pour y jeter leurs déchets. Et puis, ceux qui sont riches, si vous construisez, créez des espaces pour la verdure, ravivez la culture verte pour que les arbres absorbent l'eau dès que nécessaire. Les écologistes affirment qu'une révision complète des logements de la ville est nécessaire, notamment en raison de l'élévation du niveau de la mer qui menace de plus en plus les communautés côtières. En Namibie, les citoyens ont voté pour élire un nouveau président et renouveler le Parlement.
L'enjeu principal est de savoir si Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-présidente et candidate du parti au pouvoir, deviendra la première femme présidente du pays. Le parti au pouvoir, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, au pouvoir depuis l'indépendance en 1990, fait face à une contestation croissante. Les jeunes, touchés par un chômage élevé et des inégalités persistantes, se tournent vers les partis d'opposition qui proposent des réformes sociales et économiques. Ce vote s'inscrit dans une tendance régionale. Dans des pays voisins comme l'Afrique du Sud et le Botswana, des partis historiques ont récemment perdu des élections. Les résultats en Namibie sont très attendus. Les dirigeants religieux ont exhorté les élus à prioriser la lutte contre le chômage, la pauvreté et la corruption. Tensions et violences marquent les élections locales en Tanzanie. Plus de 80 000 postes sont en jeu dans un scrutin décisif avant la présidentielle de 2025. Le parti d'opposition Chadema accuse les autorités de répression. 3 de ses candidats ont été tués cette semaine, dont l'un abattu à Der es Salaam. La police évoque des tirs d'avertissement après des affrontements entre partisans du pouvoir et de l'opposition. Des accusations de fraude électorale et des disqualifications de candidats aggravent les tensions. À Kigoma, des affrontements ont éclaté autour de bulletins falsifiés et plusieurs arrestations ont eu lieu. Ces élections locales sont un test pour la présidente Samia Suluhu Hassan, critiquée pour un retour à la répression malgré les espoirs de réformes démocratiques au début de son mandat. L'Organisation des Nations Unies a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête interne au Tchad à la suite de graves accusations révélées par un reportage de l'agence américaine Associated Press. Ces allégations impliquent les travailleurs humanitaires onusiens. Des réfugiés soudanaises arrivés par centaines dans le pays pour fuir le conflit accusent des agents des Nations Unies et des soldats tchadiens de les avoir exploités sexuellement. Ces abus auraient souvent lieu en échange de biens essentiels ou d'argent. Dans son rapport, les Nations Unies s'indignent et soulignent que la gravité des faits exige des mesures immédiates et rigoureuses. L'organisation affirme que les responsables de ces actes doivent être identifiés et punis. L'exploitation sexuelle pendant les grandes crises humanitaires n'est pas rare, en particulier dans les camps de déplacés. Au Tchad, les victimes qui ont pour la plupart témoigné anonymement par crainte de représailles se compteraient par dizaines. En Haïti, la violence des gangs a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Selon Save the Children, environ 21 000 enfants ont été contraints de fuir leur foyer au cours des 2 semaines dernières. À ces déplacements massifs s'ajoute le recrutement alarmant d'enfants par les gangs armés, qui représenteraient désormais près de la moitié des effectifs de ces groupes criminels, d'après l'UNICEF. Les gangs exploitent la vulnérabilité des jeunes dans un contexte marqué par l'effondrement des structures étatiques et la diminution des opportunités. Depuis le 11 novembre, l'intensification de la violence et de l'insécurité a forcé plus de 41 000 personnes à quitter leur maison, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Il s'agit de la vague de déplacement la plus importante enregistrée depuis janvier 2023, portant le total des personnes déplacées par les violences des gangs à plus de 700 000. À Port-au-Prince, le manque de carburant entrave gravement les activités, tandis que l'eau potable et les denrées alimentaires se raréfient. Alors qu'ils regagnaient progressivement leur maison, des Libanais ont défilé au milieu des décombres de la ville de Daïé, dans le sud de Beyrouth, pour célébrer l'interruption des combats. Des coups de feu sporadiques ont été entendus à un rond-point principal de la ville, tandis que les conducteurs klaxonnaient et que les habitants applaudissaient. Daïé a été l'une des zones les plus durement touchées par Israël. Nous nous moquons des décombres et de la destruction. Nous avons perdu nos moyens de subsistance, nos biens, mais ce n'est pas grave, tout reviendra. Comme en 2006, lorsque tout a été reconstruit, Daïé, le sud et la Beka. Elle sera encore plus belle.
Et je dis à Netanyahou que vous avez perdu, perdu et encore perdu parce que nous sommes revenus et que les Israéliens ne sont pas revenus. Ils se cachent toujours dans les abris comme des rats. Regardez-nous, Netanyahou. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah prévoit un arrêt initial de 2 mois des combats et exige du Hezbollah qu'il mette fin à sa présence armée dans le sud du Liban, tandis que les troupes israéliennes doivent retourner de leur côté de la frontière. Dieu protège les gars et à la fin, Israël n'a pas accompli grand-chose. Ils ont été vaincus et ont battu en retraite. Ils n'ont pas occupé un pouce de notre terre dans le sud. S'il tient, le cessez-le-feu mettra fin à près de 14 mois de combat entre Israël et Hezbollah qui ont dégénéré à la mi-septembre en guerre totale. L'accord n'aborde pas la question de la guerre à Gaza. Après avoir fait ses preuves sur les terrains de football, Mikhail Kavlashvili veut diriger la Géorgie. L'ex-joueur de Manchester City a été investi mercredi candidat du parti Rêve géorgien à la présidentielle du 14 décembre, scrutin au suffrage indirect qui interviendra après les législatives controversées du 26 octobre. Bien sûr, je suis pleinement conscient de l'immense responsabilité qui accompagne le poste de président de la Géorgie, notamment après que la présidente actuelle a ouvertement insulté et méprisé notre document le plus important, la Constitution, et qu'elle continue de la violer à ce jour. En conséquence, notre société est divisée. La polarisation et la radicalisation sont alimentées par l'étranger. C'est pourquoi l'un des principaux objectifs et l'une des principales missions seront de rétablir la présidence dans un cadre constitutionnel. Depuis la réforme de 2017, les pouvoirs du président géorgien ont été réduits. Israël a officiellement fait appel des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Ces mandats, liés à la guerre à Gaza, accusent les 2 responsables israéliens de crimes de guerre, notamment pour des attaques ciblant des civils et des actes inhumains. Un mandat similaire avait également visé Mohamed Deif, chef militaire du Hamas. L'armée israélienne a affirmé l'avoir tué, mais cette information n'a jamais été confirmée par le mouvement. Le gouvernement israélien a qualifié ces mandats de décisions infondées et rejette la compétence de la CPI, une juridiction qu'Israël ne reconnaît pas. Benjamin Netanyahou a par ailleurs sollicité le soutien de ses alliés internationaux, notamment les États-Unis, pour intensifier leur opposition à la juridiction et les pays qui coopèrent avec elle. Dans l'attente d'une décision sur l'appel, Israël a demandé la suspension immédiate des mandats. Le gouvernement affirme que si l'appel est rejeté, cela ne ferait que renforcer, selon lui, la perception d'un biais de la CPI contre l'État hébreu.